Allez, bonjour tout le monde, je vous souhaite une très belle année 2026 et on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mes meilleures lectures sur l'année 2025. 2025, ça a été une grosse année lecture pour moi. De base, je lis quand même pas mal, mais cette année, ça a vraiment été une boulimie presque de livres. C'est vraiment, j'ai dû lire le double, je pense, de ce que je lis habituellement, et je compte même pas les mangas quand je lis, donc ça a été assez énorme. Et parmi toutes ces lectures, justement, il y a eu pas mal de lectures en anglais, en langue originale, ce qui était un souhait, mais pas forcément quelque chose que je m'étais imposé. Et ça a été chouette de se replonger là-dedans parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de relire plus souvent en anglais et j'ai réussi à le faire un petit peu cette année. Donc ça c'était quelque chose d'assez positif pour moi. Et autre chose, j'ai aussi commencé à relire des pavés, des livres de plus de 500 pages. J'en lisais quasiment pas et c'était devenu quelque chose qui presque me faisait peur, que j'appréhendais. Et finalement une fois qu'on se lance et qu'on prend un peu l'habitude, bah, au fur et à mesure ça fait de moins en moins peur entre guillemets. Donc ça c'était chouette aussi d'avoir que j'ai pu renouer avec ça. La sélection que je vais vous faire n'a pas été facile à faire parce que qui dit beaucoup de lecture dit beaucoup de coups de cœur, beaucoup de belles découvertes. Donc j'ai essayé un petit peu vraiment de sélectionner ce qui me paraissait le plus pertinent, ce que j'avais le plus envie de vous partager. On va commencer par les littératures de l'imaginaire et il y a une trilogie dont je veux vous parler depuis vraiment très longtemps. C'est une trilogie que j'ai lue sur l'hiver, à cheval entre décembre 2024 et jusqu'à l'hiver, en fait fin de l'hiver 2025. Et ce n'est autre que la trilogie de l'hiver de Catherine Arden. Oui bon, mes éditions sont pas exactement les mêmes, ne faites pas attention, voilà, ce sont ces livres-là. C'est une saga que j'ai adorée, vraiment... je suis trop contente de pouvoir vous en parler. On est plongé au cœur d'une sorte de Russie médiévale dans le domaine de Piotr Vladimirovitch. C'est un homme qui a perdu sa femme et qui a 5 enfants. Et on va surtout suivre la plus jeune Vassia, qui est une petite fille qui est absolument passionnée par les histoires que raconte sa nourrice Dounia. On va se rendre compte assez vite que Vassia, elle semble avoir un don de double vue, c'est-à-dire qu'elle voit des choses que les autres ne voient pas, et notamment des créatures, les créatures dont lui parle Dounia. Donc par exemple, il y a le Domovoy, qui est l'esprit qui prend soin de leur foyer. Il y a aussi le Vassila qui lui veille sur les chevaux à l'étable. Et donc Vassia voit ces esprits et peut interagir avec eux. Sachant qu'ils ne sont pas forcément tous bienveillants et protecteurs, hein. Il y en a qui sont un petit peu plus, on va dire, ambivalents. Et donc on va suivre Vassia, et Vassia avec ce pouvoir, c'est quelqu'un qui est tout de suite très vite indépendante, très curieuse, très libre en fait, elle adore se balader dans le domaine, se promener, etc. Et ça inquiète un petit peu son père parce que son père forcément, elle a 2 choix de carrière dans sa vie entre guillemets, c'est soit se marier, soit aller au couvent. Les choses vont commencer à changer quand Piotr, donc le père de Vassia, va se remarier avec Anna, une femme qui est extrêmement pieuse et qui est persuadée que le monde est envahi de diables. Et donc là, ça va être le début d'un gros bouleversement sur le domaine. Ça va vraiment être les croyances païennes, ce en quoi croient Vassia et Dounia par exemple, ce sont des croyances qui vont être très mises à mal par l'arrivée du christianisme. Le christianisme il va être représenté entre autres par Anna et aussi un autre personnage qui est le père Constantin. C'est une saga, ce premier roman là vraiment, il est incroyable. L'ours et le rossignol, donc c'est le premier tome. J'ai adoré, il y a tout ce que j'aime en fait dedans. C'est un texte qui reprend beaucoup d'inspiration de légendes russes. Alors je vais peut-être dire slave parce que je sais pas si c'est que exclusivement russe ou si c'est pas plutôt du folklore slave en général. C'est vraiment ce folklore qu'on va retrouver tout le long du texte et qui est vraiment beaucoup exploité. Il y a un côté vraiment roman fantastique dans le sens où c'est un monde... c'est le monde, on va dire, médiéval tel qu'il était à l'époque, hein, sans dire que c'est historique, mais c'est un petit peu ça. Et il y a une forme de... Voilà, il y a du surnaturel qui va faire irruption dans le quotidien, et j'adore ce genre de choses, et c'est très bien maîtrisé dans le roman, il y a vraiment des passages absolument superbes. Et puis il y a aussi une prise en compte des spécificités de la langue russe, avec notamment des prénoms, les surnoms des différents personnages. Ça c'est assez spécifique à la littérature russe si vous connaissez un petit peu. C'est une très belle écriture, vraiment une belle écriture qui est empreinte de poésie, qui arrive à nous faire passer d'un cadre très bucolique donc dans ce domaine
à des situations peut-être plus politiques, plus chargées, avec l'aspect aussi fantastique et même parfois horrifique. Il y a vraiment une séquence dans ce premier volume qui est assez qui est presque effrayante et qui a vraiment de quoi rappeler, je trouve, un petit peu Dracula, donc autant vous dire que j'adore. C'est une trilogie avec des thématiques assez riches, notamment évidemment le passage de l'enfance à l'adolescence. On va suivre Vassia sur plusieurs années, on va la voir vraiment grandir. Et parfois elle va commettre des actes dont elle ne mesure pas forcément les conséquences de prime abord et ensuite se rendre compte de ce qu'elle a fait. C'est quelqu'un qui va chercher sa place, qui va se remettre en question progressivement, qui va apprendre à vivre aussi avec son don. Il y a aussi une thématique assez forte dans cette trilogie, c'est la place des femmes et leur liberté dans un monde qui leur veut absolument qu'elles se marient ou qu'elles aillent au couvent, elles n'ont pas le droit à plus. Et donc face à ça, Vassia va devoir s'adapter, va devoir revendiquer sa liberté. On a aussi évidemment l'arrivée du christianisme qui va avoir un rôle assez important et qui veut vraiment éradiquer les croyances païennes. On va aussi voir l'arrivisme de certains ecclésiastiques. Et justement aussi comment la passion peut s'emparer de ce genre de personnage et comment ça peut être absolument destructeur. Et à ce titre, je trouve vraiment que le père Constantin, c'est un personnage qui m'a beaucoup rappelé le personnage de Frollo dans Notre-Dame de Paris. Donc pareil, autant vous dire que c'est des refs, moi j'adore, je trouve que c'est très bien fait. Il y a aussi autre chose qui m'a bien plu, c'est que Vassia et sa famille m'ont beaucoup rappelé la famille des Stark dans Le Trône de Fer. C'est-à-dire que c'est vraiment une famille qui incarne des valeurs autour de la loyauté, de l'honnêteté, qui ont de l'empathie aussi, et qui sont vraiment mis à mal par des manipulations politiques, l'arrivée, je disais aussi, du pouvoir de l'Église. Donc c'est assez intéressant de les suivre. C'est des personnages auxquels on s'attache beaucoup et qu'on a envie de suivre et de voir survivre tout le long de cette trilogie. J'ai vraiment adoré cette trilogie. Catherine Arden, c'est une autrice américaine qui a étudié la littérature française et russe du 19e siècle. Et clairement, ça transparaît, je trouve, dans ces 3 romans. On voit que c'est de la fantaisie, on va dire, un peu, peut-être pas jeunesse, je dirais, franchement, c'est adapté à plein d'âges, moi je dirais. Mais disons qu'on voit qu'elle a ces influences-là et elle les réutilise tellement bien dans cette trilogie. Enfin, moi j'ai adoré, c'est un genre, les romans fantastiques du 19e siècle, c'est un genre que j'aime beaucoup. Et le retrouver là, adapté de cette façon-là, j'ai trouvé ça passionnant à lire. J'ai vraiment eu amour infini pour ces livres, je vous le dis. Voilà, donc lisez-les, ils sont vraiment chouettes. Voilà. Et je ne comprends pas pourquoi cette édition est en SF. Il n'y a rien de SF dans ce texte, je ne comprends pas. Moi je dis après, il y a ces éditions-là qui sont sorties. Voilà, c'est trop bien. Ensuite, on plonge dans un roman de fantasy qui est Les Objets Maudits de Emily Norsken. Alors c'est un texte qui prend place en fait vraiment dans un univers fantastique avec clairement des objets qui sont dits maudits, qu'on appelle des Rancouras. En fait, ce sont des objets qui se nourrissent des sentiments néfastes de leurs possesseurs, donc des hommes qui les ont. Ça peut être la tristesse, la colère, la rancœur. Et donc, une fois qu'ils se nourrissent de ces sentiments, ils peuvent asservir les hommes en les possédant et en les transformant en espèces de créatures insectoïdes assez repoussantes. Il existe des chasseurs, des gens qui chassent les Rancouras, et pour ce faire, ils pactisent avec un Rancoura qui, pour survivre, en fait, pactise avec un chasseur, et ça lui donne, en fait, ça confère aux chasseurs des sortes de pouvoirs qui leur permettent donc de tuer les autres Rancouras. On va suivre Novem, qui est un chasseur avec un passé assez trouble, qui va être un des gros sujets de ce texte, de ce roman. Et dans un royaume, on va dire, avec une situation politique très instable qui va bientôt basculer. C'est un texte de fantasy vraiment très solide. On va explorer les origines du personnage principal, Novem, et notamment une forme de dualité. On va voir une forme de dualité dans ce personnage avec un peu une histoire de possession, j'en dis pas plus. Il y a une situation religieuse et politique qui sont assez importantes et bien décrites dans le texte, c'est assez bien expliqué. C'est un roman qui s'appuie beaucoup sur, qui introduit beaucoup ses chapitres et les entrecoupe pas mal de petits extraits de décrets, de journaux, de manuels d'histoire. Il utilise beaucoup cette technique-là. Et j'avoue que ce genre de technique, habituellement, j'aime pas forcément, dans le sens où je trouve que ça peut vite noyer le texte, c'est un peu lourd. Mais ici, c'était bien fait, j'ai trouvé, parce qu'à chaque fois qu'on nous introduisait un nouvel élément, il était tout de suite utilisé derrière, il était tout de suite exploité derrière.
Voilà, donc par exemple on va nous introduire un élément de contexte, je sais pas moi, mythologique, religieux, historique, et tout de suite après, eh bien on va avoir une situation de contexte avec cet élément là, et donc du coup on comprend pourquoi on l'a présenté avant, et on comprend pourquoi ça fait sens dans le royaume de Catelyn, donc l'univers dans lequel ça se passe ce texte. Donc un world building si je puis dire, qui est assez costaud et assez bien construit, et vraiment ça fait partie des choses que j'ai vraiment appréciées dans ce texte. C'est aussi une écriture qui est soignée, un démarrage un peu lent j'ai trouvé, mais après j'ai vraiment été happée par le livre. Il y a beaucoup de rebondissements, on est vraiment sur un texte avec voilà, une dimension politique, des jeux de pouvoir, des trahisons. J'ai été assez surprise plusieurs fois, donc ça c'était assez chouette. C'est aussi un texte dans lequel on trouve des représentations LGBT que j'ai trouvé vraiment chouettes, et notamment un personnage non binaire que j'ai trouvé très bien amené. Faut aussi, ce qui est agréable aussi, c'est que l'existence de ces personnages n'est pas questionnée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de LGBT-phobie dans cet univers-là, ça n'existe pas. Et autant je trouve ça chouette d'avoir des récits qui parlent des vécus LGBT, autant je trouve ça bien aussi quand ces personnages peuvent exister sans que ça soit un questionnement, on va dire, sans que ces personnages souffrent de cette condition-là. C'est quelque chose que j'apprécie dans la fiction, et ce texte l'a très bien fait à mes yeux. Après, c'est pas un livre non plus à mettre entre toutes les mains, dans le sens où voilà, y a de la guerre, il y a des scènes de violence assez sanguinaires, assez graphiques parfois, donc je préfère préciser qu'il y a ce genre de scènes qui sont présentes et qui peuvent un petit peu choquer notamment les publics plus jeunes ou pas un peu sensibles. Donc voilà, c'est pas de la fantaisie, c'est de la fantaisie assez sombre quand même, donc voilà, il faut pas mettre ça entre toutes les mains. Ensuite, un texte dont vous avez sans doute déjà entendu parler parce qu'il a pas mal fait parler dans les littératures de l'imaginaire, c'est La Cité diaphane de Anouk Faure. Donc c'est un texte dont j'avais entendu beaucoup de critiques positives. Je m'y suis lancée vraiment avec une totale confiance, et si dans cette vidéo vous vous doutez que c'est que je n'ai pas été déçue. On va donc découvrir une sorte de cité qui a été maudite, qui s'appelle la cité de Roche-Étoile, et c'est une ville qui vénère la déesse sans visage, et dont tous les habitants ont disparu, sont morts en fait, emportés par la malédiction, enfin par une malédiction dont on ne sait pas grand chose au départ. Et 7 ans après les faits, après cette tragédie, il y a un archiviste qui est envoyé sur place pour consigner en fait les derniers jours de cette cité. La cité diaphane, c'est un texte clairement gothique, un peu avec cette ambiance médiévale, brumeuse, inquiétante, et qui est aussi accompagnée de gravures absolument superbes, qui je trouve vraiment plongent encore plus dans l'univers. Enfin en tout cas je trouve que c'était vraiment un plus pour ma part dans ma lecture. J'ai vraiment aimé me plonger dans l'exploration de cette cité en fait, avec le personnage de l'archiviste. On va découvrir vraiment l'architecture de cette ville, son histoire. Finalement on va se rendre compte qu'il y a peut-être des survivants, et découvrir qui sont ces gens, qu'est-ce qui s'est passé. C'est une très belle plume qui me donnait sans cesse envie d'en savoir plus. Vraiment, tout le long de ma lecture, j'avais envie de percer les secrets de cette cité de Roche-Étoile, j'avais envie de comprendre, de savoir ce qui s'était passé. Et voilà, c'est un texte qui parle finalement de comment l'orgueil peut mener à commettre des actes, vraiment des tragédies, vraiment ça mène à une forme de folie. C'est un texte qui parle de ça. Et donc l'autrice Anouk Faure, elle explique à la fin de son livre qu'elle s'est inspirée des jeux du studio From Software, donc c'est un studio qui a fait les jeux Dark Souls, Bloodborne ou encore Elden Ring. Et c'est des jeux où globalement on va souvent se promener, explorer des lieux qui sont assez peu accueillants, des lieux très silencieux, très morbides, on est en solitaire, et c'est des endroits qui sont peuplés de créatures assez hostiles, même de créatures parfois légendaires, gigantesques qu'on doit affronter. C'est des affrontements qui sont très difficiles, qui sont intenses, et on doit aussi faire face à des malédictions, et parfois au milieu de toute cette exploration on a un petit peu le réconfort d'apercevoir au loin un petit feu de camp, une petite lumière, ou un personnage à qui on va pouvoir finalement discuter et qui va peut-être nous en apprendre plus sur l'endroit où on est. Et bien vous voyez tout ce que je viens de vous décrire, donc ce sont les jeux From Software, mais c'est exactement ce qu'on retrouve en fait dans la cité diaphane. Et j'ai trouvé assez bluffant ce qu'elle a réussi à retranscrire en fait dans son texte avec ces inspirations là. C'est assez fascinant, ça m'a vraiment donné envie presque de creuser le sujet, de faire une vidéo dessus, mais bon ça on verra peut-être plus tard. En tout cas c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup parlé, et je pense que si c'est des jeux que vous aimez, les jeux From Software, vous allez bien aimer ce livre, je pense. Il y a de fortes chances. Donc c'est une lecture que j'ai adorée, qui m'a vraiment accompagnée sur la fin du mois de décembre. Et d'ailleurs que j'ai... En fait, juste avant, j'avais lu Les Objets Maudits, donc ça m'a vraiment fait 2 lectures de l'imaginaire vraiment très chouettes à la suite.
Donc voilà, c'est un genre que j'ai pas forcément trop creusé, trop creusé ces dernières années. C'était un genre que je lisais énormément quand j'étais ado. Et en fait, j'ai l'impression de revenir un peu à mes premières amours, donc c'est assez marrant, ça me touche pas mal. Et ça me donne envie de continuer à lire ce genre de texte parce que j'ai vraiment une appétence, je sais pas comment dire, un goût pour ce genre de texte. Voilà. Et salut, c'est Lise du montage qui est un petit peu malade et qui parle du nez. Mais Lise du montage se rend compte avec effroi qu'elle a oublié de parler pendant son tournage d'une saga qui m'a quand même marqué cette année et qui est la saga des Hunger Games dont j'ai quand même parlé dans plusieurs vidéos. Donc ça va m'éviter de revenir dessus 1000 ans, mais évidemment cette saga a totalement sa place dans mes meilleures lectures de l'année 2025. J'ai été très prise par cette saga qui est dans des thématiques qui font beaucoup de sens encore aujourd'hui malheureusement, avec ce qui se passe aux États-Unis particulièrement. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas à vous plonger dans cette lecture. C'est de la lecture jeunesse, donc évidemment il y a une écriture qui n'est pas exceptionnelle, mais par contre les thématiques, les personnages, ce que ça raconte, le discours autour de la révolte face à une société qui devient de plus en plus fasciste, c'est hyper important de lire cette saga, de la découvrir je pense, à mon sens. Voilà. Ensuite là c'est plutôt la catégorie fiction, littérature plus classique je dirais. Le premier texte que je vais mentionner et dont j'ai déjà parlé en vidéo, c'est Yellowface de Rebecca Kuang, qui est une autrice sino-américaine. J'en ai déjà parlé donc je vais pas forcément revenir en détail dessus, je vous renverrai vers ma vidéo où je l'ai chroniqué plus ou moins. Mais j'ai trouvé ce texte vraiment génial, c'était brillant, c'était fin, c'est éminemment politique. C'est une autrice à suivre pour moi et je vais m'empresser je pense de lire Babel cette année, qui sera le prochain roman d'elle du coup que je vais essayer de lire. Voilà, c'est un texte Yellowface qui parle de manipulation, de racisme au sein du monde de l'édition et de l'écriture, qui est écrit en plus du point de vue d'un personnage absolument détestable. Et voilà. Je vous recommande de le lire, je vais pas m'attarder plus longtemps dessus parce que j'en ai déjà parlé. J'ai lu Lien de sang de Octavia Butler, c'est un roman très très puissant et dur qui parle de l'esclavage, donc je préfère prévenir que c'est des thématiques pas forcément faciles. On va y suivre Dana, c'est une noire américaine qui vit dans les années 70 et un jour elle est chez elle et elle se fait moitié absorbée par le mur et elle se retrouve projetée dans un autre endroit dans une autre époque et elle va se rendre compte assez vite qu'elle est projetée en fait à l'époque de l'esclavage. Et elle va elle va avoir une relation assez complexe avec un blanc qui est fils d'esclavagiste. Et elle va aussi rencontrer des esclaves du domaine, dont notamment le personnage d'Alice qui, en fait, elle va se rendre compte assez vite, est l'ancêtre de Dana. C'est un texte qui va explorer en fait les rapports complexes des esclaves entre elles et aussi leur rapport avec les esclavagistes. Évidemment, Butler, elle cherche pas du tout à diminuer la gravité et les actes odieux que font certains esclavagistes, mais voilà, en fait, Dana, elle va nouer une relation assez particulière avec Rufus, là, le fils d'esclavagiste, au fur et à mesure de texte, et en fait, ça permet en fait de comprendre que le système mis en place par les esclavagistes est un système qui isole les esclaves les uns des autres, les met aussi en confrontation, en opposition pour en fait éviter qu'elles se révoltent ensemble. Et même Dana, qui est donc une femme noire, même par les esclaves, elle n'est pas forcément vue d'une façon positive parce elle sait lire par exemple, et ça il y en a qui ne voient pas ça d'un bon oeil parce qu'ils se disent que ça va leur attirer des ennuis, qu'ils vont avoir des problèmes. Et en gros voilà, ça explore vraiment toute la complexité en fait de pouvoir assurer sa survie dans ce type de situation horrible. Que finalement quelqu'un qui peut se montrer comme un allié n'est pas forcément vraiment... ça peut créer finalement plus d'ennuis qu'autre chose, ça explore un petit peu tout ça, c'est assez complexe, comment les gens se protègent les uns des autres et que parfois ils sont obligés de se taire pour assurer leur survie. Il y a aussi évidemment toute une partie sur l'appropriation vraiment des corps et des corps des femmes plus spécifiquement. Il y a vraiment ce sujet du double fardeau qui est porté par Dana. C'est une femme, elle est noire, c'est quelque chose qui est vraiment adressé par le texte et aussi il y a un moment donné où elle en parle à son compagnon dans les années 70 qui est un homme blanc et on voit totalement son incompréhension à lui, on voit qu'il comprend pas du tout la complexité de ce qu'elle peut vivre en tant que femme au quotidien et voilà, le texte retranscrit ça très bien et arrive vraiment avec beaucoup d'acuité je trouve à décrire ça.
Et c'est très prenant, il y a beaucoup de tension, beaucoup de... ça rend le texte assez, on tourne vite les pages, quoi. Je l'ai lu d'une traite quasiment, et c'est un texte qui m'a vraiment marqué, et je vous recommande fortement de le lire. Après attention, c'est des thématiques comme je disais qui sont vraiment lourdes, donc il faut être préparé avant de le lire. On passe totalement du coq à l'âne avec cette fois-ci de la littérature plus classique, avec l'œuvre de Zola, et oui on ne se refait pas, hein, j'allais quand même pas oublier de vous caler un petit Zola dans une sélection de mes meilleures lectures. Donc là c'est l'œuvre que j'ai lue qui raconte donc la descente aux enfers de Claude Lantier. Claude Lantier c'est le frère de Étienne Lantier qui est le personnage principal de Germinal pour vous situer un petit peu le contexte familial. Claude est un personnage qui est passionné par son art, donc qui est peintre, qui est passionné par son art, qui vit à Paris et qui va se décider à tout sacrifier pour ça. C'est un artiste qui est un peu incompris par ses pairs à l'époque. C'est un texte qui m'a vraiment surprise parce que je pensais pas autant, je pensais pas être autant investie dans le récit vraiment. Quand j'ai commencé, je m'attendais pas à ressentir autant d'émotions différentes en le lisant. Je me suis vraiment pas ennuyée, même s'il y a toujours des petits passages un peu plus descriptifs ou toujours peut-être un peu plus moins facile à lire entre guillemets chez Zola, ça c'est assez classique chez lui. Mais vraiment c'est un texte qui tout le long va vraiment nous décrire l'imposture, les faux semblants des jurys d'art en fait, nous montrer que Zola il est très critique de cet environnement qui laisse pas de place aux gens qui essayent d'innover en fait dans l'art pictural. Claude c'est un personnage qui est un peu un équivalent de Cézanne je crois, Zola s'est inspiré de Cézanne qui était son ami pour écrire le personnage de Claude. Et Claude c'est un personnage qui a une vision très claire de ce qu'il veut faire. Il y a une œuvre vraiment qu'il veut réussir à faire, il veut réussir à capter l'essence de Paris dans une œuvre. C'est quelque chose qu'il veut atteindre mais qu'il n'arrivera jamais à faire. Il va avoir une compagne, Christine, dont le prénom est loin d'être anodin, puisque c'est quelqu'un qui va sacrifier absolument toute sa vie, son travail, son argent, ses rêves de vie à la campagne. Elle aime pas Paris, elle aime pas spécialement Paris pour vivre avec lui. À l'inverse du coup de Claude qui lui adore Paris, veut conquérir Paris, voilà. Ouais, Christine c'est vraiment un personnage dont Zola arrive très bien à saisir la façon dont elle se fait clairement exploiter par Claude, hein. C'est vraiment ça. Ils vont avoir un enfant ensemble alors qu'elle veut pas d'enfant, Christine, et du coup les deux on a un peu rien à faire de l'enfant et il est clairement négligé. C'est un personnage qui aime la peinture aussi, mais elle fait une peinture qui est très différente, qui n'a rien à voir avec celle de Claude, et du coup il a vraiment un côté très méprisant avec elle pour ça. Il y a une forme de façon, il l'exploite clairement un peu économiquement, hein. On le voit, il l'exploite totalement économiquement dans le sens où il se sert de son argent, elle va lui donner toutes ses économies, elle va travailler pour lui pour entretenir la maison. Elle essaye de le confronter, de pas rester passive, mais ça reste compliqué. C'est un roman absolument passionnant où vraiment l'œuvre qu'essaye de faire Claude va vraiment être quelque chose qui va l'isoler de tout le monde, de ses amis et même de Christine, parce que Christine elle va vraiment voir l'œuvre comme une menace. C'est une sorte de... Je crois qu'il représente sur l'œuvre une sorte de figure féminine, une femme avec un grand F, que forcément Christine va un peu jalouser et dont Christine va aussi avoir peur. Il y a tout ça qui est décrit dans le texte. Et franchement, le texte est vraiment bien, mais alors la fin, comme je disais, c'est une descente aux enfers absolument abominable. Je crois que la dernière phrase du bouquin, c'est un truc genre, il y a un des amis de Claude qui dit quelque chose, allons travailler, et le bouquin se termine comme ça. C'est vraiment... faut se mettre le contexte, c'est... Waouh. C'est assez joyeux jusqu'à la moitié du bouquin, puis après c'est la descente aux enfers, et on voit que ça va être compliqué, quoi. Ça me rappelle un petit peu... L'Assommoir, où globalement pendant la première partie du texte il se passe des choses difficiles mais t'arrives à voir un peu de lumière, il se passe des choses positives aussi, on se dit bon ça va, et puis la dernière partie c'est vraiment la descente, c'est voilà quoi. Zola quoi, la bonne humeur, la joie et la bonne humeur, voilà. C'est aussi un texte qui a vraiment une critique, je disais, du monde de l'art et de la vision de l'art en général, qui je crois était assez chère à Zola. Et je crois que j'ai un essai chez moi qui s'appelle Zola, l'art et Zola ou quelque chose comme ça. Et de toute façon, dans tous les romans que j'ai lus de lui jusqu'à présent, il y a vraiment ce lien pictural assez fort, où vraiment on peut se figurer des peintures, ou même il parle de peinture.
Voilà, c'est pas un aspect que j'ai creusé, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment présent dans toute son œuvre en général. Donc un texte vraiment chouette, et si vous aimez Zola, lisez l'œuvre, ça vous serez pas déçus, je pense. On passe encore du coq à l'âne avec Cujo de Stephen King. Alors je sais pas si on dit Cujo ou Kuro, je parle pas espagnol donc je suis désolée, mais je pense qu'on va dire Cujo. Premier texte pour ma part de Stephen King, je ne l'avais jamais lu avant, c'est un auteur dont j'entendais beaucoup parler, et c'est la vidéo vraiment de Margarito sur cet auteur qui m'a donné envie de le découvrir. Donc c'est une histoire qui se passe dans le Maine, un peu la campagne américaine, où vivent plusieurs petites familles, et il y a un garçon qui a un chien qui s'appelle Cujo, un adorable Saint-Bernard, mais qui va malheureusement tomber malade et se transformer en une créature absolument monstrueuse qui mange tout le monde. Voilà, bonne ambiance. C'est un texte un peu avec une ambiance thriller, avec une tension qui monte vraiment progressivement. J'ai trouvé ça super prenant et je l'ai lu en vraiment très peu de temps, je l'ai clairement dévoré. Et on va notamment suivre deux personnages féminins que j'ai beaucoup aimé suivre, qui m'ont assez touchée. C'est le personnage de Donna avec son fils Tad, et le personnage de Charity, dont j'oublie le nom du fils, mais elle a aussi un fils, et c'est ce fils-là qui a le chien Cujo. En fait, ce que j'ai aimé avec ces personnages-là, c'est que Stephen King va vraiment dépeindre la condition sociale de ces deux femmes de façon assez précise et juste. Donna, c'est une femme qui est mariée, donc qui a son fils Tad, et elle s'entend bien avec son mari, c'est un couple qui est plutôt heureux, mais son mari est jamais là parce qu'il travaille, il est en déplacement, enfin il a beaucoup de déplacements dû à son travail, et elle non plus, elle travaille pas, et elle a vraiment une forme d'ennui, elle se sent vraiment dépendante de son mari, et elle voudrait en fait avoir une activité clairement elle-même en fait de son côté. Et de l'autre côté, on a Charity. Charity, elle subit des violences conjugales de la part de son mari, c'est assez vénère. Et en fait, elle voit son fils elle voit son fils qui pourrait avoir tendance à devenir comme son mari, mais elle veut surtout pas que ça soit le cas, donc elle essaye de retirer, d'éloigner son fils en fait de l'influence de son mari. Donc on va suivre principalement ces deux femmes, ces deux côtés. Il y a d'autres personnages aussi qui gravitent autour dans cette ville, je sais plus le nom de la ville. Donc voilà, la tension monte progressivement parce que le chien commence à tomber malade, il commence à se passer des choses un petit peu bizarres, et puis jusqu'au sommet de la tension dans ce bouquin. J'ai pleuré comme pas possible, parce que moi déjà j'étais déchirée de voir un adorable toutou qui devient monstrueux, c'est pas sa faute, il tombe malade, donc c'est trop triste quoi. Vraiment, j'étais vraiment en mode oh no. J'étais aussi en terreur absolue pour Donna et son fils, j'ai beaucoup pleuré, c'est un texte où il y a beaucoup de tension, beaucoup très stressant, c'est intense, mais j'ai beaucoup aimé, et ça m'a vraiment donné envie de lire d'autres Stephen King, donc je sais pas si vous aussi vous avez aimé Cujo, c'est quoi les autres textes de Stephen King que vous avez aimés? Je suis preneuse de vos recos. Il fallait absolument que je vous parle aussi du texte Against the Loveless World de Susan Abulhawa, qui est une autrice palestino-américaine. C'est un texte qui va nous parler de la vie de Nar. Nar nous conte sa vie depuis sa cellule de prison, donc actuellement, et elle va nous raconter son passé. Elle est issue d'une famille de Palestiniens qui, à la mort de son père quand elle était petite, ont fui la Palestine pour s'installer au Koweït. Donc c'est au Koweït qu'elle va grandir, et c'est un pays dans lequel elle va subir pas mal de discrimination liée à ses origines notamment. Elle va se marier assez jeune, mais quand elle pense épouser en fait l'homme de sa vie, il disparaît au bout d'un mois, et elle suppose qu'il est parti avec une autre femme, mais elle ne le sait pas vraiment, il a juste disparu. Elle se sent profondément trahie. Peu de temps après, alors si je me souviens bien, l'Irak envahit le Koweït, donc début de la guerre. Elles vont vivre quelques années pendant cette période-là avec sa famille, puis en fait elle va être obligée de fuir en Jordanie, et quelques temps après elle va repartir en Palestine et vraiment redécouvrir la Palestine, parce qu'en fait c'est un territoire qu'elle ne connaissait pas vraiment puisqu'elle est partie quand elle était petite. Et adulte, elle va retourner là-bas et redécouvrir vraiment sa terre, et ça va vraiment être une vraie histoire d'amour quand elle va retrouver sa terre natale, et ça va nous raconter sa redécouverte de ce territoire, de comment les gens là-bas s'organisent en fait pour résister face
face aux incursions et à la colonisation d'Israël. Voilà, ça va nous parler aussi des enjeux sur ce territoire, sur par exemple des petites structures qui peuvent paraître anonymes mais qui deviennent vraiment de véritables bastions à défendre, par exemple des points d'accès d'eau par exemple. Ça va vraiment nous expliquer ce genre de choses. La vie de Nar, on va le voir tout au long, va être vraiment semée d'embûches à la fois économiques, à la fois racistes, sexistes. C'est un texte qui, je le préfère vous prévenir, est quand même très dur avec des scènes profondément très violentes. Vraiment, soyez avertis avant de le lire, c'est un des textes clairement les plus durs que j'ai pu lire cette année. Mais qui me semble très important. Avec l'absence de son père et ensuite la fuite de son mari, c'est quelqu'un qui va avoir recours à la prostitution pour gagner sa vie. Et donc du coup, à la fois ce que j'ai aimé, c'est que c'est un métier dans lequel elle va rencontrer des gens, et notamment une femme exceptionnelle avec qui elle va lier une très forte amitié. Et elle va aussi subir des préjudices très violents de la part d'hommes. Il y a des scènes qui sont vraiment très dures, très violentes, mais qui sont toujours contrebalancées, on va dire, par tout l'amour que va aussi rencontrer Nar au cours de sa vie, que ça soit avec sa famille, avec des amis, avec vraiment des amours aussi romantiques qu'elle va pouvoir avoir. Voilà, c'est tout ce qu'elle va vivre au cours de sa vie, et aussi évidemment profondément son amour pour la terre, pour la Palestine. Et c'est un récit très puissant qui prend vraiment aux tripes, qui est le récit d'une survivante profondément courageuse, pleine d'énergie, pleine d'amour pour sa terre, et qui donne envie vraiment d'écouter et de soutenir tous les peuples qui sont opprimés. J'espère vraiment que ce texte il aura une traduction, parce que c'est un texte qui est vraiment important, qui est bouleversant, et qui mérite en fait d'être plus lu, je pense, particulièrement avec le contexte actuel. La vidéo va vraiment être très longue, j'ai encore plein de textes dont il faut que je vous parle. Et celui-ci, c'est Ce refrain qui te plaît de Nada Jerica, qui est un texte qui est sorti pour la rentrée littéraire 2025. Je lis pas trop ce genre de choses habituellement, mais là je l'ai écouté et je l'ai vraiment trouvé très très bien. C'est inspiré de la vie de l'autrice, et on va suivre l'histoire de Cora, qui est une mère quarantenaire à peu près, qui est éducatrice, c'est son métier, et elle doit aussi gérer son fils qui est atteint de troubles psychiatriques assez importants. Il est souvent obligé d'aller faire des séjours en hôpital psychiatrique pour se faire soigner. Et le texte vraiment va dépeindre son quotidien très difficile, c'est-à-dire que voilà, c'est assez éprouvant pour elle l'enchaînement de tout ça d'un point de vue mental, physique et économique. On va vraiment trouver des thématiques autour de son rôle de mère, et notamment elle va beaucoup expliquer le fait que très tôt dans la vie de son enfant, en fait, elle va se rendre compte, parce que voilà, son fils est adulte, j'ai peut-être pas précisé, mais son fils il a genre 22 ans, un truc comme ça. Mais en fait, très tôt dans la vie de son fils, elle s'est rendue compte que il avait peut-être besoin de soins supplémentaires, d'avoir un suivi particulier, et elle n'a jamais été prise au sérieux par les médecins. Et tout du long, ça va être quelque chose qui va souvent revenir, le fait qu'on ne l'écoute pas vraiment, on ne la prend pas au sérieux parce que c'est une mère, que si son fils il est comme ça, c'est sa faute à elle, parce qu'elle l'a trop protégé, parce qu'elle a trop fait ci ou ça. Voilà, c'est vraiment ce truc-là qui revient souvent du fait qu'elle n'est pas prise au sérieux parce qu'elle est mère. Ce n'est pas dit explicitement dans le texte, mais je pense aussi quand même que le personnage fait face à du racisme, on va dire structurel si je puis dire, parce qu'il y a des vrais phénomènes, par exemple ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen, qui est un phénomène en fait où le corps médical a tendance à moins prendre au sérieux les personnes non blanches en pensant que ces personnes exagèrent leurs symptômes. Je vous invite à regarder la vidéo je vais vous mettre un lien je pense vers une vidéo de Crewar Simpson qui parle vachement de ce phénomène là, et je pense que c'est ce que vit le personnage principal. C'est aussi un texte qui parle de la dégradation des services de santé en France et aussi de la maltraitance qu'il peut y avoir dans ces services là. Clairement elle voit des choses que vit son fils à des moments qui sont absolument révoltantes. Ça parle aussi de sa relation complexe avec ce fils qui parfois ne lui donne aucune nouvelle, disparaît, est très violent et verbalement avec elle parfois. Il y a elle ressent une forme d'ingratitude parfois. Et il y a d'autres moments où voilà, ils retrouvent leur complicité, leur tendresse, et c'est assez on voit que c'est pas que les choses ne sont pas linéaires en fait, elles sont assez complexes. Et surtout face à la situation avec son fils, on comprend très vite qu'elle n'a pas du tout de soutien des autres membres de la famille. Le père s'est barré après avoir été très violent avec elle et son fils. Elle a subi des violences conjugales. Il y a aussi l'absence de soutien en fait de la famille qui n'est pas du tout présente pour aussi l'aider à prendre en charge son fils. C'est un texte qui est difficile et
On pourrait croire que ça tombe vite dans le pathos, mais en vrai c'est pas du tout le cas. C'est plutôt comment Cora elle essaye de vivre tout ça en ayant sa vie à elle aussi de l'autre côté. Il y a des vraies lueurs d'espoir qui sont montrées, hein. Il y a des gens dans le personnel médical qui sont horribles, mais il y a aussi des gens qui sont qui vont très bien prendre en charge son fils, et en qui elle va avoir beaucoup de reconnaissance, donc c'est très... voilà, on n'est pas sur c'est pas tout blanc tout noir, quoi. Il y a beaucoup de nuances qui sont apportées. Il y a aussi de l'entraide auprès d'une amie qu'elle va se faire, notamment, qui est un vrai rayon de lumière qui arrive à un très bon moment dans sa vie, qui lui fait du bien. C'est un texte dont je voulais vous parler parce que je le trouve hyper important au vu de ses thématiques. Il a fait un petit peu parler, mais pas tant que ça, j'ai l'impression, alors qu'en vrai il aborde frontalement des thématiques qui sont je sais pas, des sujets hyper importants. Quand on parle du système de santé français, des personnes qui sont livrées à elles-mêmes pour s'occuper de leurs proches, voilà quoi, dans des situations économiques complexes aussi. Voilà, je trouve que c'est un texte qui avait vraiment sa place cette année et dont j'ai pas trop entendu parler, hormis des cercles assez précis. Donc voilà, je vous en parle dans cette vidéo et je vous invite à le découvrir parce qu'il est vraiment bien. On passe au recueil de nouvelles et j'en ai deux à vous présenter. Le premier, c'est une découverte de Daphné du Maurier avec son recueil Les Oiseaux. Habituellement, les recueils de nouvelles, il faut savoir que je suis toujours un peu... j'ai toujours des sentiments un peu mitigés. Parce qu'il y a des nouvelles qui peuvent parfois être très très bonnes, mais d'autres beaucoup moins qui tombent à l'eau. Donc en général, c'est un peu inégal, je trouve, les recueils de nouvelles. Ça n'a pas été le cas pour Les Oiseaux, dont j'ai trouvé vraiment toutes les histoires hyper intéressantes, avec des fins très originales et surprenantes auxquelles je m'attendais pas du tout la plupart du temps. La meilleure nouvelle, clairement, à mes yeux, c'est Les Oiseaux, hein. Elle n'a pas donné son titre au recueil pour rien. C'est une nouvelle qui a une fin vraiment abrupte, glaçante, qui montre comment on finit toujours par s'habituer au pire. C'est assez impressionnant. Daphné du Maurier, elle va avoir plusieurs thématiques qui reviennent dans ses nouvelles, notamment la thématique de la guerre et des bombardements. Elle est britannique, donc je pense qu'elle a été assez marquée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, et c'est quelque chose qui va vraiment revenir dans le texte un peu comme une ombre menaçante, un peu quelque chose qui n'est pas dit clairement, mais clairement, les bombardements sont pas décrits clairement, mais on sent que c'est une ombre qui plane un petit peu. C'est aussi des nouvelles dans lesquelles on a parfois assez souvent des points de vue d'hommes, et notamment des points de vue d'hommes pour montrer à quel point ils sont méprisants envers les femmes. Je crois que notamment il y a une des premières nouvelles où il y a un mec qui a un espèce de poirier qui pousse dans son jardin, et cette nouvelle je l'ai trouvée incroyable parce que les pensées de cet homme là, on voit qu'il est tellement méprisant envers sa femme, envers aussi sa bonne, je sais pas comment on pourrait dire ça, sa cuisinière, voilà. Et ces trucs c'était pas mal, et même les persos féminins que décrit Daphné du Maurier sont eux-mêmes parfois assez ambivalents, donc j'ai trouvé que c'était assez chouette. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une forme de modernité dans son écriture à laquelle je m'attendais pas du tout en découvrant cette autrice, et aussi de la subtilité. Le seul bémol, je dirais, en fait, je pense que c'est la traduction que moi j'ai trouvé vraiment très surannée. Il y a des termes, des expressions, voilà, j'ai pas lu le texte en langue originale, donc c'est un peu dur de juger, mais je pense que la traduction est datée et peut-être que ça mériterait une relecture, je sais pas trop, ou peut-être que vraiment les textes sont comme ça. Faudrait que je lise d'autres textes de Daphné du Maurier pour me faire mon idée. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé son univers et j'entends énormément de bien de son roman Rebecca. Moi j'ai adoré le film de Hitchcock, je sais plus. Donc faudrait que je lise le roman un de ces jours, je pense. Voilà, donc c'était une chouette découverte. Je vais vous présenter un des meilleurs livres vraiment de cette sélection. Si vous ne deviez n'en retenir qu'un, peut-être que ça serait celui-ci, je ne sais pas. C'est A Darker Shade, qui est un recueil de nouvelles qui a été écrit par un collectif uniquement d'autrices qui est dirigé par Joyce Carol Oates. Donc parmi ces autrices, il y a Margaret Atwood, Cassandra Clare, Raven Leilani et d'autres. Il y a une quinzaine de nouvelles à peu près dans ce recueil et sa thématique principale est axée autour du body horror. C'est une lecture que j'appréhendais d'une part pour le côté body horror, mais en fait ça l'a totalement fait. Enfin, j'ai pas du tout été... je suis pas sortie traumatisée de cette lecture. Et la deuxième chose qui m'intimidait un petit peu, c'était le fait que ça soit un texte en anglais, parce que cet ouvrage n'a pas encore été traduit en français
pitié, traduisez-le en français, il est trop bien. Et donc ça a été finalement parce que les nouvelles sont assez courtes et globalement je pense qu'il y a peut-être une ou deux nouvelles où j'ai peut-être pas forcément compris l'entièreté de la chute, mais je crois que globalement ça va, franchement j'ai pas vraiment eu de difficultés. Alors au programme de ce recueil, eh bien écoutez, ça va être assez chargé, on va avoir des créatures un petit peu étranges issues des chairs et des entrailles des femmes, des maladies, des malédictions, des métamorphoses, des meurtres. Voilà, on a des pages aussi dérangeantes que sanguinaires et ça laisse en fait place à beaucoup d'idées très originales et des chutes qui sont tout aussi marquantes et surprenantes. C'est vraiment ce que j'aime moi dans les nouvelles, vraiment des chutes où t'es là, avec un vrai effet de surprise. J'ai adoré ce recueil, vraiment j'ai adoré parce que en fait chaque histoire qui est mise en place, ça permet de parler d'oppression que peuvent subir les femmes. Donc il y a par exemple tout ce qui est contrôle du corps et contrôle de la fertilité, notamment avec les droits à l'avortement. Il y a deux nouvelles qui en parlent de ça. Les dictats aussi, les injonctions à la beauté qui sont faites aux femmes. Il y a aussi des nouvelles qui parlent de l'aliénation au travail, qui parlent de racisme. Il y a des nouvelles qui sont très female rage, avec des femmes qui se vengent de préjudices qui leur ont été faits. Voilà, il y a des nouvelles qui sont des hommages à Dracula et à Frankenstein, donc comment vous dire que demande le peuple en fait, hein. Moi je suis conquise, on me dit référence à Dracula et Frankenstein, je suis ravie. Voilà, donc si vous l'avez lu, moi mes nouvelles préférées c'était Frank Jones, il y avait Concealed Carry, A Heart May Fail Her, Nemesis et Sydney. Sydney, la dernière nouvelle du recueil je crois, incroyable, j'avais franchement... je lisais les pages, je tournais les pages, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc que je suis en train de lire, c'est incroyable. C'est vraiment le fait d'avoir 15 autrices différentes, ça permet d'explorer différentes formes de textes, différents types de plumes. J'ai trouvé ça hyper intéressant ce choix d'anthologie. Et tous les récits sont racontés du point de vue des femmes, sauf un qui racontait du point de vue d'un homme, mais vu ce qui lui arrive... Je ne vous dis rien, mais voilà, c'est un petit peu rigolo quand même, c'est un petit peu, voilà, female rage peut-être. Ça m'a vraiment sorti des choses que je lis habituellement, j'ai trouvé ça très 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 chouette. Et si vous n'avez pas peur de vous confronter à des choses un peu dérangeantes, un peu sanguinaires, vous allez voir que c'est des textes qui ont vraiment beaucoup de richesse, beaucoup de choses à dire, qui le font d'une façon... même d'un point de vue littéraire, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir différents types de plumes, différentes façons de raconter les choses. Et parfois c'est fait sous forme de lettres, parfois c'est des réécritures de mythes, enfin voilà, c'est très intéressant. Et moi j'ai adoré, c'est vraiment un des meilleurs trucs que j'ai pu lire cette année. En tout cas c'était une découverte très originale et qui change vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire, pardon. Et ça me donne vraiment envie de lire plus de textes de ce genre-là. J'ai pas lu beaucoup d'essais cette année, mais il y en a deux qui sont un peu dans la même veine et je vais pas forcément rentrer dans le détail en vous en parlant, mais juste plutôt de ce qu'ils m'ont apporté. Le premier c'est Perspective Low-Tech de Quentin Mathéus et Gauthier Roussil, et le deuxième c'est Un terrorisme augmenté, critique de l'intelligence artificielle de Juan Sebastián Carbonell. Donc c'est deux textes qui parlent un peu de low-tech, qui sont en fait des essais technocritiques finalement, qui m'ont marqué parce que c'est des lectures qui m'ont apporté vraiment qui se sont assez bien complétées. Vraiment celui-là il m'a beaucoup marqué, il est assez théorique, celui-ci est plus facile à lire, c'est un texte sociologique, ça je sais pas trop c'est un essai, je sais pas trop comment le décrire. Mais c'est deux textes en fait qui ont un peu, un peu forgé ma réflexion autour de la low-tech et aussi de la notion de progrès en général. Le progrès qu'on pense un petit peu inéluctable, qui serait sorti d'un seul homme, qui serait un génie. Non, c'est des textes qui rappellent quand même que les découvertes, c'est des choses qui se font quand même sur de la durée, ça s'étale sur des années, que c'est des travaux en fait qui se complètent en général aussi, qui sont faits par plusieurs personnes. Et puis que le progrès en fait est loin d'être inéluctable, que c'est pas parce que quelque chose de nouveau arrive que c'est forcément quelque chose vers lequel on est obligé d'aller parce que ça serait nouveau et que ça serait le progrès. Ça parle aussi un petit peu du gatekeeping, du fait de garder pour soi certaines connaissances scientifiques dans le monde du travail notamment, et vis-à-vis de certaines machines qui sont un peu des boîtes noires en fait, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. On a tout intérêt à comprendre comment fonctionne une machine et à partager cette connaissance autour de nous. Ça parle aussi en fait tout simplement plus généralement de la dépossession des moyens de production, enfin des outils qu'on a pour travailler. Et voilà, c'est deux textes aussi qui parlent de comment finalement la tech, les progrès techniques qu'on nous vend parfois sont souvent des progrès qui
qui sont là pour servir le patronat avant tout et pas forcément les travailleurs et travailleuses. Donc voilà, c'est deux textes très différents, je vous dis celui-là est quand même beaucoup plus accessible que celui-ci je pense. Celui-là il m'a demandé pas mal de temps à lire mais vraiment ça m'a amené beaucoup de réflexions intéressantes et c'est pour ça que je le mets dans cette vidéo parce que c'est des lectures qui ont été assez marquantes et qui ont vraiment nourri ma réflexion sur l'année 2025 donc j'avais envie de vous en parler. Je vais terminer cette vidéo par les graphiques. Je reviens rapidement sur un graphique que j'ai beaucoup aimé cette année qui est le comics Poison Ivy de Gwendolyn Willow Wilson et qui est accompagné par plusieurs illustratrices tout au long de ces deux albums, enfin de ces deux premiers volumes parce qu'il y en a 5 je crois au total. Bon, je vais pas revenir dessus, j'ai adoré, je trouve le dessin absolument exceptionnel, c'est tout ce que j'aime. C'est un des textes qui n'ont pas peur d'aborder des questions, la question de l'écologie de façon politique, de critiquer certaines pratiques néolibérales on va dire, voilà, avec un personnage principal qui est lesbien, bref voilà, un texte vraiment très cool, enfin une BD vraiment très très chouette, j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi autant engagé et je trouve que c'est très appréciable, donc je vous le recommande. Une autre BD que j'ai bien aimée cette année, que j'ai beaucoup aimée cette année, qui est dans un tout autre registre, c'est Algues Vertes, l'histoire interdite, qui est faite par Inès Leroux et qui est illustrée par Pierre Van Hove. Donc c'est une BD qui retrace l'histoire l'enquête journalistique en fait sur l'affaire des algues vertes en Bretagne. Je pense que vous devez connaître, mais en gros il y a eu des sortes de marées d'algues vertes en Bretagne, à la fois sur les plages mais aussi sur certaines rivières il me semble, enfin tout ce qui avait en fait un accès à l'eau, avec voilà des apparitions d'algues vertes et qui en fait s'avéraient toxiques et qui ont tué des dizaines d'animaux et aussi des personnes. Voilà, donc moi j'avais beaucoup entendu parler de ce sujet quand j'étais jeune et cette enquête du coup m'a permis un petit peu d'approfondir le sujet parce que c'est un travail de synthèse vraiment très complet, très pédagogique et très clair sur toute cette affaire. On va y découvrir tout au long des témoignages en fait, des extraits de documents officiels, des rapports médicaux, des rapports d'autopsie il me semble aussi, et on va aussi avoir plusieurs intervenants, donc des scientifiques, des politiques, des agriculteurs, des lanceurs d'alerte. Et voilà, en fait, on va vraiment découvrir le traitement de cette affaire aussi d'un point de vue politique à l'époque. Et bon, vous vous en doutez, personne n'est étonné, mais c'est absolument révoltant qu'il n'y ait pas eu plus de réactions à ce moment-là. Du coup, si vous ne savez pas, en fait, ces algues vertes qui sont toxiques, elles viennent en fait c'est de la pollution qui est liée à l'élevage intensif, notamment de cochons, enfin de porcins, je sais pas comment on dit. Voilà, c'est en partie lié à ça. Et donc il y a aussi tout un rappel sur comment l'agriculture a changé en Bretagne, etc. Enfin tout est hyper bien expliqué. Et vraiment j'avais pas tout ce contexte-là, notamment du changement de l'agriculture en Bretagne, qui était vraiment très intéressant. C'est une BD dans laquelle moi j'ai beaucoup appris, que je vous recommande de lire et de partager aussi à vos proches. Le dessin qui l'accompagne est vraiment dans des teintes très jaunes, vertes, vraiment cette colorimétrie... voilà, de vert, de teinte assez pâle. Le dessin fait sérieux mais ça va bien, enfin sérieux, je sais pas comment dire. Le dessin va bien en fait avec ce côté documentaire, explicatif. Peut-être juste mon seul problème c'est peut-être que des fois il y a des bulles qui sont très chargées en texte et c'est pas toujours... voilà, enfin faut pouvoir prendre le temps de lire ça. Je trouve que c'est pas forcément toujours... ça peut être un peu lourd quoi. C'est pas dur à lire parce que la police est bien choisie je crois et les bulles c'est plutôt bien réparti. Mais voilà, il y a beaucoup de texte parfois. Mais c'est une BD vraiment hyper intéressante et voilà, BD documentaire que je vous recommande. On change de registre et on passe sur une BD hyper drôle qui est Balade de Camille Pott. Merci à mon ami Jean Jouble qui me l'a offert l'an dernier parce qu'elle est hyper chouette, vraiment je l'ai adorée. C'est une BD qui commence un petit peu comme un conte de fées. On a un prince qui a été transformé en grenouille et qui souhaite rompre la malédiction. Sauf que c'est un prince qui n'est pas du tout charmant, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. C'est un espèce de tyran absolument exécrable comme personnage. On n'a pas du tout envie en fait qu'il redevienne humain. Donc on va suivre la vie au château en fait depuis que le prince a été transformé en grenouille et les aventures de sa chevalière ici. Je crois qu'on va pas voir. J'ai oublié son prénom, mais elle a un nom un peu rigolo je crois. Et en fait elle part en mission pour sauver une princesse, donc cette princesse là. Et c'est hyper drôle en fait. Les dessins ont un style qui ressemble vraiment aux années un peu 70, c'est un côté un peu, comment dire, je sais pas comment dire, ouais, vraiment dessin de BD des années 70 mais avec beaucoup de couleurs très pop. C'est pas toujours facile à déchiffrer je trouve les bulles parce que c'est un trait qui est très ondulé, très, comment dire, c'est pas très... ça paraît presque
informe entre guillemets, même si évidemment qu'il y a des formes, mais je sais pas si je vais avoir des pages, mais vous voyez c'est très étiré, c'est très... Voilà, c'est assez particulier comme dessin, mais j'aime beaucoup, en vrai je trouve que c'est quand même assez original. Et surtout moi le point fort de cette BD, mais c'est que c'est hilarant, vraiment c'est hyper drôle, je me suis tellement marrée en la lisant. En fait si vous voulez, bon déjà il y a le contexte de l'histoire qui est assez marrant, mais aussi les personnages parlent avec un dialogue, avec une forte façon de parler qui emprunte un petit peu à la façon de parler du Moyen-Âge, si je puis dire. Il y a beaucoup de Y, par exemple au lieu de dire notre, ils disent nostre, grenouille, ils disent grenouille avec OY, super, ils disent super. Il y a plein de trucs comme ça et enfin moi franchement ça me fait beaucoup rire. Il y a même un moment donné pour décrire un burn-out, ils utilisent le terme outre-brûlure. Enfin voilà, il y a plein de situations, de contextes qui sont très drôles, avec des vannes sur la façon de parler, les expressions qui marchent, je trouve, super bien. Et voilà, c'est une BD très fun, très originale, que vraiment c'est un gros coup de cœur, très drôle. Si vous voulez vous marrer un bon coup, franchement n'hésitez pas parce qu'elle est chouette. Enfin en tout cas, moi je suis trop contente qu'on me l'ait offerte, hein. Elle est trop bien. Je vais terminer par un manga qui est She Wasn't a Guy de Sumiko Hara. C'est une histoire en fait, on va suivre Aya, j'ai juste lu le tome 1 pour l'instant. On va suivre Aya, c'est une lycéenne assez populaire dans son lycée. Mais par contre elle cache un petit peu le fait qu'elle adore écouter du rock, du punk, et elle le cache un peu parce que c'est pas des genres de musique très, très en vogue. Et les gens se moquent un peu d'elle en fait quand elle dit qu'elle écoute ça. Et du coup elle va un petit peu écouter du rock chez son disquaire notamment, où elle adore aller pour emprunter des CD, faire des découvertes musicales. Et elle aime bien y aller aussi parce que y a un petit mec mignon à la caisse quoi, qui s'occupe du magasin, et elle a un gros crush sur ce gars-là. Sauf que bon, si vous avez compris le titre, She Wasn't a Guy, eh bien ce mec n'est pas un mec mais c'est une meuf. Et c'est même une meuf que connaît Aya puisqu'elles vont dans le même lycée, sauf que c'est une personne qui change totalement de style et d'apparence quand elle sort du lycée. C'est Mitsuki je crois elle s'appelle. Et Mitsuki en fait quand elle est au lycée elle a un côté un petit peu, elle est vraiment toute discrète, elle fait un peu c'est un peu le cliché de la première de la classe avec ses lunettes, son petit côté un peu geek, et en fait quand elle est en dehors du lycée, elle a un style beaucoup plus punk, beaucoup plus rock, voilà, et elle s'occupe de ce disquaire qui est la boutique de son oncle, et elle lui file un coup de main les week-ends. Et donc voilà, va y avoir un petit crush peut-être réciproque, et on va suivre un petit peu on va suivre en fait le développement de la relation entre ces deux personnages sous forme de petits sketchs, de petites scénettes de vie quotidienne. Voilà, et j'ai trop aimé, c'est hyper mignon, c'est hyper doux, le dessin est trop beau, vraiment le dessin est incroyable, j'adore vraiment le style, c'est en plus, je sais plus si moi j'ai pas vu, il y a beaucoup de touches de verre qui ont été conservées sur les pages de la version que j'ai lue, moi en tout cas, et je trouve que ça rend hyper bien. Voilà, j'ai hâte de continuer, j'espère qu'il y aura un côté un peu plus... continu, un fil plus continu, parce que là pour l'instant c'était pas mal de petits sketchs, de petites scénettes un peu. J'espère qu'il y aura plus une continuité au fil des tomes, mais voilà, j'ai dévoré, un vrai coup de cœur, j'ai trouvé ça hyper mimi. Les deux meufs sont... Enfin bref, voilà, j'adore, j'espère qu'elles vont finir ensemble parce qu'elles sont trop mignonnes. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, il y avait vraiment beaucoup de lectures, comme je vous l'ai dit, c'était une grosse année lecture 2025, donc voilà, ça fait aussi beaucoup de coups de cœur, beaucoup de découvertes chouettes que j'avais envie de vous partager ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite de très très belles lectures pour cette année 2026 à venir. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Twitch où je live de temps en temps, et puis d'ici là, portez-vous bien, à bientôt. Ciao ciao.